Sunderlight Productions. Et si on parlait de se réinventer ? Gennaro Bardi était bien installé dans son métier de photographe parisien quand il est parti vivre au Brésil, renonçant à 50% de sa clientèle restée en France, pendant que le Covid et les confinements successifs se chargeaient de lui faire perdre les 50% restants. Face à la nécessité de se réinventer, il s'est dirigé vers l'éducation et le partage du savoir, les livres, ce qui fait une bonne photo et tout ce qui touche à la street photographie. Dans cet épisode, on va parler de ténacité, de faire et de consommer des livres, des échecs qui font avancer, d'être dans le flow, de fonctionner en série, d'être sincère, de la peur et de ce qu'elle signifie vraiment, de l'effet Batman, de bien travailler sa scène et de vivre pour photographier plutôt que de photographier pour vivre. Vous êtes tout dans l'heure du photographe. Bienvenue dans ce podcast par un photographe sur un photographe pour les photographes. Je suis Julien Pasternak et aujourd'hui, je vous emmène dans l'œil de Gennaro Bardi. Bonsoir Julien. Bonsoir Gennaro. Alors chez toi c'est bonsoir, chez moi c'est bonjour. C'est l'inverse, c'est ça, chez moi c'est bonjour. Chez toi c'est bonjour, chez moi on est en fin de matinée là. On a 4 heures de décalage il me semble, toi t'es en fin de matinée, t'es au soleil, t'as l'air à la cool là, franchement j'ai l'impression que t'es pas dans un cadre désagréable, t'as le sourire qui va avec aussi. Les yeux cernés aussi parce que c'est la période du carnaval à Salvador. Et c'est un peu comme le 15 août en France, la ville, le pays s'arrête. Et à Salvador, le carnaval ne dure pas 4 jours comme à Rio, il dure 15 jours. Ouais. Et 10 jours très intenses et on est en plein milieu de ça. Et j'y vais un peu, j'y suis allé samedi et j'y retourne aujourd'hui au carnaval. Avec un appareil photo évidemment. Bien sûr. Tu peux pas rentrer là-dedans sans appareil photo quand t'es photographe. Ça fait peur à tout le monde que j'ai avec un appareil photo parce que ça peut être assez dangereux. On a été témoin de trucs très violents samedi, mais on était loin et à l'abri. Mais enfin, moi je l'expérimente dans des conditions exceptionnelles, enfin vraiment très privilégiées. Mais c'est un événement incroyable. Moi je le savais pas avant de vivre à Salvador, mais c'est le plus grand événement en public, dans la rue. Au monde, c'est 3,5 millions de personnes tous les jours pendant 10 jours. Enfin, c'est très impressionnant. D'où le danger. Ouais. Bah, c'est que il y a vraiment de tout. Donc et puis c'est tout le monde en train de danser, tout le monde boit plus ou moins et parfois plus que moins et voilà. Donc ils sont armés au Brésil ou pas? Non. Pardon? Ils sont armés au Brésil ou pas? Les gens ont le droit d'être armés? Dans le carnaval, non, il y a faut passer la police quand même. Donc c'est un petit peu encadré, mais c'est, oui, globalement, il y a des endroits à Salvador où je peux pas aller, hein, donc, et c'est plutôt 80% de la ville qui est comme ça, donc, on vit dans des, en tout cas moi, on vit dans des circuits, un peu fermé, un peu à l'écart de ce que peut vivre la majeure partie des gens. C'est ce que j'avais entendu du Brésil, justement, c'est qu'il y a effectivement, vaut mieux être avec quelqu'un qui connaît, et qu'effectivement, il y a des endroits où il vaut mieux pas aller se balader tout seul, parce que ça peut être assez dangereux pour toi, quoi. Bah, c'est pas qu'il vaut mieux pas, c'est que tu ne peux pas, parce que même si ça arrive qu'une fois sur 15 ou 20, ou plutôt que 80 ou 100, c'est un risque que tu peux pas prendre, parce que le risque est réel, quoi. Donc, à Rio, j'avais noté cette statistique qui te dit un peu l'ambiance. À Rio, c'est un peu moins dangereux à Salvador, mais à Rio, tu as 50% de la population de Rio, donc 25 millions d'habitants. Ouais. 50% a été témoin oculaire d'une fusillade dans l'année qui précède. D'accord. Ah oui, dans l'année qui précède en plus, donc ça fait 100%. Dans l'année qui précède. Donc ça te dit un peu voilà, après mais voilà, il y a des endroits. Moi quand je suis arrivé, ma femme m'a dit non, tu vas pas là. Moi, je passais en bagnole, tu vois, parce que Google m'avait dit, voilà. Oui. Non, tu vas pas là, tu fais le tour. Et j'ai jamais eu aucun problème, mais je suis resté dans les clous, quoi. Oui, mais c'est les stats, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, t'as pas envie de devenir une statistique, au milieu de tout ça, quoi. Ouais, la statistique, c'est pour te dire, fais gaffe, quoi. Après, les endroits où je peux pas aller tout seul, j'y suis toujours allé avec des gens qui étaient là pour m'accompagner ou qui étaient du coin. Je suis allé faire des photos dans des coins où je ne serais pas allé tout seul, mais on était en groupe, où j'étais avec des locaux, où j'étais avec quelqu'un qui sécurise le truc. Et puis sinon, le reste de la ville,
je l'expérimente. Enfin voilà, je connais suffisamment même pour aller tout seul à des endroits tranquilles. Les événements publics de la ville, type Yemanja, type la Vagin de Bonfing, tout ça, ça va, je peux y aller tout seul. Il y a toujours un plus ou moins de sécurité. Après, ouais, il y a quand même des choses à savoir, quoi. Ça fait combien de temps que tu habites là-bas ? Ça fait 6 ans. D'accord. Et ça ferait 7 ans en milieu d'année. D'accord. En tout cas, c'est un beau choix de vie quand même si effectivement il y a des choses à connaître. Enfin, c'est comme à chaque fois qu'on change de pays, en fait, il y a des choses qu'on découvre et effectivement, on se rend pas compte des fois, comme on est dans un joli petit cocon en France, on râlerait moins si on allait tous un peu vivre à l'étranger, je pense. Ah oui, c'est sûr. Moi, c'est la première fois que je vis longtemps à l'étranger. Hein. Et j'avais aussi un autre cocon, quoi, du photographe de voyage qui part en commande, qui fait des photos, qui prend un peu tout et qui croit tout savoir. Et puis en fait, je réalise sur un temps long des choses que j'ai pu un peu plus connaître à New York, ou quand tu sors des clichés, quoi, tu découvres un peu voilà. Donc les photographes de voyage, on peut avoir ce défaut de consommer, quoi, un petit peu le pays, tu vois. Je peux dire, j'ai fait tel pays ou j'ai vu tel truc. Mais parce que t'as passé 15 jours et que tu ramènes des photos, tu crois connaître, mais en fait... Il y a voyage et voyage. Il y a voyage Instagram où t'as repéré des endroits sur Insta et t'as été faire les mêmes que tout le monde. Et puis il y a voyage où tu parles avec les gens, tu rencontres des locaux. C'est pas tout à fait la même, pas tout à fait le même délire non plus, quoi. Faut voir ça aussi. Ouais. On commence toujours les épisodes par l'elevator pitch. Donc tu rentres dans l'ascenseur, Steve Jobs rentre à côté de toi et tu as 3 étages pour lui dire qui tu es, ce que tu fais. Qu'est-ce que tu lui dis ? Steve Jobs, déjà, bravo pour la pomme. Et qu'est-ce que je lui dis ? Je lui dis que je suis photographe, que ce que j'aime par-dessus tout en photographie, c'est faire des livres. J'ai envie, j'essaye depuis maintenant 5 ou 6 ans de faire un livre par an. Et j'adore les livres photos, et ma pratique de la photographie, que ce soit en commande, que ce soit pour moi ou partout, en fait, c'est une pratique de ce qu'on appelle la photographie de rue, même si pour moi la photographie de rue, c'est de la photographie. Il y a toutes les photographies qui sont contenues dedans. Donc voilà, je suis photographe, j'ai envie de faire des livres. Et j'ai envie de partager mon parcours, mes connaissances et mon chemin, on va dire, dans la photographie, parce que j'ai découvert ça il y a assez peu de temps finalement. Ça fait 15 ans que je suis professionnel, mais ça fait que 5 ans que je partage plus, que j'éduque à la photographie. Voilà, donc pour moi, ça me fait grandir. Donc je prends du plaisir à éduquer et à accompagner d'autres photographes. En même temps, ça dans leur t'aide photographie aussi à mieux comprendre toi. Enfin, moi, je sais que c'est en enseignant que j'ai compris le plus de choses en réalité. Ouais. C'est un truc que j'ai découvert récemment. T'as une étude qui a été faite sur quelles sont les personnes qui apprennent le mieux, quelles sont leur psychologie, leur personnalité dans les salles de classe pour les enfants. Et ce que je trouve marrant, c'est que celui qui apprend le plus dans une salle de classe, c'est le professeur. Ouais. Et t'as un autre truc que j'ai noté, parce que j'ai 2 enfants aussi, c'est le quotient intellectuel, avec toute la réserve qu'on peut mettre sur le quotient intellectuel, hein, mais c'est quand même un signal. Le quotient intellectuel des aînés dans une fratrie est un petit peu, voire assez nettement plus élevé que ceux d'après. Et cette même étude montre que la raison pour laquelle ils ont ça, c'est parce qu'ils ont la charge d'enseigner à leurs frères ou à leurs sœurs. Tu vois, et du coup, le fait de devoir dire tiens, fais comme ça ou fais comme ça, eux en fait progressent plus. Alors que l'image qu'on a, tu vois, c'est que le petit, comme il est entraîné par le grand, il gagne du temps en fait, parce que le grand, il a déjà débroussé le chemin pour lui. T'as l'impression que il est encore plus doué, alors qu'en réalité, non, c'est l'inverse. Et en réalité, ça le rend plus paresseux, parce que c'est pas facile d'enseigner en fait. C'est un truc qui est pas simple, hein, de si tu veux faire ça bien. Hein. Enfin, c'est comme tout, hein. Y a rien qui est facile, mais enfin voilà, faut se poser des questions, faut s'adapter à la personne qui est en face. Enfin, il y a plein de choses. Donc, il faut réfléchir à la manière dont tu vas expliquer les choses, parce qu'en fait, c'est très facile de faire quelque chose spontanément. Il y a des fois où tu sais faire quelque chose même sans le comprendre. Et c'est vrai que le moment où tu dois l'expliquer à quelqu'un,
comment faire une bonne photo. Tu vois, on est tous capables de faire une bonne photo. Va expliquer à quelqu'un ce que c'est qu'une bonne photo. C'était Depardon qui disait ça, je crois que je l'ai vu chez toi d'ailleurs. Cette citation qui disait si je savais comment on faisait des grandes photos, je ne ferais que ça. Ouais, c'est ça. Non mais s'il y a quelqu'un qui est capable de l'expliquer, je veux bien la recette. On tourne autour en permanence quand on dit qu'à la photo, mais c'est. Je pense que toi comme moi, quand on fait des interviews, on espère désespérément trouver cette réponse-là. C'est notre Graal, hein. C'est notre Graal, mais quelqu'un m'a envoyé en commentaire sur YouTube. Martine Parr qui dit je sais pas comment faire des bonnes photos, je suis bien meilleur pour faire des mauvaises. Et voilà. Celle que j'ai eue il y a pas longtemps, c'est les bonnes photos sont l'exception des mauvaises. Donc on en revient toujours à ça. En fait, pour faire une bonne photo, faut en faire un paquet de mauvaises. Déjà pour en faire une, on doit être content. Alors pour expliquer comment faire, je te dis, la méthode la plus simple, c'est de dire fais 100 000 photos différentes, tu vas en trouver une ou deux de bonnes. Ouais. Faut en faire en tout cas. Je crois que c'est ça la solution. On va passer à l'interview proprement dite. Ça commence toujours par les 4 mêmes questions. Quel livre tu offrirais à un photographe et pourquoi ? Alors ça dépend un petit peu du photographe. Si c'est un photographe professionnel, je lui conseillerais un livre qui s'appelle, alors je lis en anglais, un livre qui s'appelle Grit, qui est sur la persistance, en fait. Insister dans l'échec, en fait. Ouais. Et faire des tâches difficiles. Si c'est un photographe plutôt amateur ou qui a envie de progresser, je choisirais un des livres des photographes que j'aime beaucoup. Ça peut être New York d'Elliot Erwitt, ça peut être... je pense à n'importe quel livre d'Alex Webb, ou voilà, s'il a un caractère un peu plus téméraire, peut-être du Bruce Gilden. Bruce Gilden spécial. J'ai vu il y a pas longtemps. Non, j'ai pas vu réellement Bruce Gilden. J'ai fait une vanne sur Bruce Gilden il y a pas longtemps à Rebecca Norris Webb. Mais voilà. Enfin, je te raconterai ça en antenne. Je crois que je l'ai raconté publiquement ces trucs-là. Je crois à Alex, non ? J'ai entendu ça. C'est en fait Alex Webb et Alex Webb et Joël Meyerowitz qui se croisent dans les halles de Paris Photo, qui se tombent dans les bras. Et Rebecca Norris Webb qui reste sur le côté en train de discuter avec une autre nana. Et il y a un type qui arrive, il chope Meyerowitz, il lui dit est-ce que je peux faire ton portrait ? Puis tu le vois, il sort un flash comme ça, puis il te prend la pose avec le flash, machin, truc et tout. Et je me tourne, j'étais à côté de Rebecca Norris Webb et je lui dis il se va Bruce Gilden, et le gars c'était un grand noir, c'est avec une beubare, enfin il n'y avait aucun cas de figure où tu pouvais le confondre avec Bruce Gilden. Et elle m'a regardé comme si j'étais complètement taré, tu sais. Et elle a compris que je blaguais, mais je pense qu'elle a eu peur quelques secondes. Donc voilà, je te dis, j'ai rencontré Bruce Gilden. Je suis très impressionné par ton name dropping. C'est rigolo. C'est super. Donc voilà. Donc je note que tu offrirais à un photographe confirmé de l'expérience quelque part, et un photographe plus novice de l'inspiration. C'est ça. Oui, ce serait exactement ça. Un photographe, en tout cas, qui voudrait être professionnel. De pas lâcher. Quand je me suis lancé dans la photographie professionnelle, donc c'était maintenant c'est 2011, tu vois, ça, déjà. Donc ça va bientôt faire 15 ans, mais ça fait plus de 10 ans déjà. J'ai de mémoire au moins 3 ou 4 amis proches de l'époque, que je vois plus beaucoup malheureusement maintenant, mais qui se sont lancés au même moment. Et j'en ai vu beaucoup qui se lançaient au même moment. Je veux dire... Combien de photographes sur Instagram on voit passer, qui ont une patte, qui ont un truc, qui ont quelque chose, et puis 2 ans après, tiens, mais qu'est-ce qu'il fait lui ? Il poste plus, tiens. Ouais. Et en fait, ses amis, il y en a certains, ils sont revenus à leur métier d'avant, ou ils ont continué, c'est un peu de photos à côté, mais il y en a très très peu qui ont. J'ai pas le sentiment d'avoir percé, mais j'ai surtout le sentiment d'avoir résisté à la difficulté de cette transition professionnelle. Arriver à ce que ce soit ta seule activité, c'est effectivement très compliqué. Il y en a, moi j'en connais plein aussi qui sont qui ont voulu mais qui sont encore banquiers ou informaticiens ou trucs, et qui continuent en mi-temps, mais à temps plein c'est très compliqué. Ce qui va faire la plus grande différence, c'est de pas lâcher, quoi. Si tu prends un exemple c'est un truc que j'ai lu comme je savais qu'on avait cette interview, j'ai vu une stat assez marrante sur les podcasts, mais ça pourrait être la même chose sur YouTube. Hein. C'est il y a 90%
des podcasts qui passent pas, je crois, 10 épisodes. Ouais. Et 99% qui ne font pas plus de 20. Donc si tu fais 21 épisodes, t'es dans les 1%. Donc tu te donnes déjà beaucoup plus de chances d'avoir du succès. Ce que je dis à chaque fois, souvent on vient me voir, on me dit je vais faire un podcast, tu vas voir, je vais te passer devant, machin et tout. Je leur dis fais déjà 5 épisodes. 5. 5 où tu sais qu'il n'y a que ta mère qui t'écoute. Ouais. C'est moi mes 5 premiers épisodes, même ma femme elle écoutait pas. Je suis même pas sûr qu'elle écoute maintenant, tu vois. Mais c'est te dire à quel point t'es seul au tout début. Et je pense que YouTube c'est la même chose. Et puis YouTube en plus c'est terrible parce que c'est affiché en dessous le nombre d'auditeurs. Moi encore je pouvais planquer le truc en podcast parce que t'as pas de chiffre public, mais c'est vraiment un truc où t'as vraiment au début il y a que ta femme qui t'écoute et les 5 premiers épisodes t'as 20-30 lectures dans le meilleur des cas, et c'est ta mère, la mère de ton invité, et les personnes à qui t'as communiqué, qui t'ont fait plaisir, qui ont lancé une lecture. Mais en vrai, et c'est très très dur, ces 5 premiers épisodes. Et en plus, par le podcast, je sais pas YouTube, mais je pense que c'est la même chose. Le podcast, si t'as pas 15 ou 20 trucs à voir après qu'on t'ait découvert, tu ne crées aucun lien avec les gens, en fait. Je pense que c'est la même chose chez toi. Les gens qui te découvrent font une vidéo, ils en font une deuxième, une troisième, une quatrième, ils passent 3 jours avec toi et après ils sont attachés à toi. Le podcast, c'est exactement la même chose. Bien sûr, complètement. Ça n'est qu'une règle de tenir, en fait, et d'insister. Mais c'est la même chose dans la photographie professionnelle. Moi, je me souviens, j'avais mes premières commandes, j'étais là, j'avais le truc, et puis tu t'oses pas passer le pas. Moi, j'avais encore mon métier d'avant. Mettre déjà en 2012, si tu l'annonçais pas sur les réseaux, les gens savaient pas, en fait. Ouais. Parce que on croit que les gens voient nos trucs parce qu'il y a un peu de like ou parce qu'il y a un peu de machin, mais en fait, c'est un pourcentage infime qui voit vraiment les trucs et qui voit tous les trucs. Donc et donc il y a ce moment où t'es là et où t'attends le client et t'as beau appeler ton réseau ou ton machin ou tes trucs et où t'arrives à choper 1 ou 2 commandes par mois. Qu'est-ce que tu fais pour bouffer, quoi? Et ça, là, moi, la vache maigre, elle a duré 3 ans, en fait. Et c'est dur, quoi. Je me suis accroché, mais c'était dur. Et puis, quand moi, je voulais être photojournaliste, je prenais tout ce qui passait en commande, mais dans mon rêve absolu, c'était photojournaliste. C'était j'étais allé à la Place Maïdan, j'étais allé au Mali, je faisais toutes les manifs que je pouvais. Enfin, c'était ça que je voulais faire. Tu t'es donné les moyens de faire ce que tu voulais faire, quoi. Et c'est arrivé différemment. C'est arrivé très différemment, et j'ai finalement, même si ça m'est arrivé de travailler en commande pour des magazines plutôt, et puis pour des magazines confidentiels, enfin qui sont pas. J'ai jamais eu, je peux pas dire que j'étais photojournaliste, j'ai jamais essayé d'avoir la carte de presse, enfin voilà. Et les commandes sont venues beaucoup plus d'entreprises quand je vivais en France, mais ou d'agences de voyage. Mais au final, voilà. Mais donc c'est arrivé différemment de ce que je croyais au début. Mais donc si tu t'accroches pas, et si tu et une fois que t'as quelques clients, faut tout le temps se remettre en cause, faut tout le temps ressortir, et tout le temps des trucs à apprendre, faire des YouTube, faire du podcast, faire autre chose. Enfin voilà, c'est ce que tu disais sur l'avancée sur les réseaux sociaux. Je sais pas si les gens réalisent. Moi, je le vois parce que du coup, je suis vachement en veille sur les photographes et ce qu'ils postent et des trucs comme ça. En fait, quand tu vois une annonce d'un photographe ou quelque chose, lui, il a posté 20 trucs pour que toi, t'envoies un seul. Et la réalité, c'est ça, c'est que toi, t'as l'impression qu'il suffit que tu postes un post une fois par semaine et c'est bon, tu vois, c'est la connerie que je fais avec l'Instagram du podcast parce que j'aime pas les réseaux sociaux et j'ai pas super envie de m'en occuper. Donc, je poste une fois tous les 15 jours la photo du mec qui passe. En vrai, je devrais poster tous les 2 jours ou tous les jours quelque chose, des stories pour relancer parce que la réalité, c'est que j'ai pas énormément développé, mais si j'ai 1500 abonnés, ces 1500 abonnés, il y a peut-être 15 personnes qui vont voir un post tous les 15 jours. Ouais, après t'as aussi, je suis complètement d'accord avec toi, et enfin community manager, moi je suis un piètre community manager, mais depuis j'étais sur Instagram, Instagram avait 6 mois, donc si tu veux, mais j'ai jamais j'ai accepté qu'il fallait faire certains trucs, et je fais, on va dire, ce que je peux pour voilà, mais j'attends le jour où j'espère un jour avoir quelqu'un et où je lui dis fais pour le mieux, et puis propose-moi une stratégie, et puis vas-y,
tu vois. Ouais. Mais c'est un coup. Mais en même temps, il se paye normalement s'il fait bien son boulot, il se paye tout seul. Donc oui. Mais et puis quand tu regardes même 1500 abonnés ou enfin moi YouTube les premiers mois quand la vidéo fait 200 vues et que t'as passé 10 heures au montage, à l'écriture, à la préparation, puis moi mes premières vidéos je les délivrais en live sur les lives que je fais tous les 15 jours et je les faisais toutes les semaines au début de la chaîne YouTube. Et donc le volume de boulot versus le nombre de vues. Ouais. Et puis à un moment, je me suis aussi dit ouais mais attends, ok 250 sur les moins bonnes et puis 500 sur les meilleures. Si je mets 500 personnes dans un auditorium, qu'est-ce que ça fait comme impression? Et là d'un coup tu te dis ah mais attends 500 en fait c'est vachement bien en fait. C'est énorme. Et si c'est pas pour parler de matos, ça veut dire qu'il y a 500 personnes qui sont arrêtées, qui ont pris le temps de regarder le truc. Mais attends en fait c'est génial, tu vois. Et je me suis remotivé aussi un peu comme ça. C'est énorme. J'ai eu ça il y a pas longtemps où j'avais une conf, une presse à faire devant une centaine de personnes et j'étais en train de flipper et je me suis dit mais attends tu parles à 15 000 personnes tous les mois, tu peux pas avoir peur de 100 personnes, ils sont juste dans la salle c'est tout, mais c'est pas là mais c'est quand même fou quoi. C'est quand tu réalises réellement t'as l'impression que c'est pas grand chose alors qu'en vrai tu fais un truc énorme que peu de gens font, c'est les 1% justement, c'est assez marrant. Comme quoi. Si je te demande, c'est quoi être créatif? Qu'est-ce que c'est être créatif? Créatif, c'est essayer des trucs nouveaux ou non conventionnels, on va dire, et mais surtout délivrer, c'est-à-dire faire. Être créatif, c'est faire pour moi. Et donc, si tu fais plus souvent, tu échoues plus souvent, et donc in fine, sur le volume, tu vas comprendre comment avancer ou créer littéralement parce que créer c'est délivrer et puis qu'il y ait quelqu'un qui le reçoive en face quel que soit le truc que tu crées. On va faire un nouveau théorème. Créer c'est faire c'est échouer, créer c'est échouer. Bah oui. Bah ouais. Quand tu regardes les trucs, bah oui. Tout dans tout, en photo, en podcast, ça fera un bon titre en tout cas. Qu'est-ce qui te fait déclencher? Alors j'ai envie de te dire à un moment quand tu réfléchis au moment exactement où tu déclenches, c'est une sorte de désir. T'as envie de savoir. Moi, c'est le désir de Vinogrande, quoi. J'ai envie de savoir ce que ça fait quand ça va être vu en photo. Et plus j'avance, plus c'est uniquement être là dans l'instant présent. Et et j'ai pas peur de dire que c'est spirituel ou mystique, appelle ça comme tu veux, mais c'est juste. Mais pas dans un côté religieux, dans un côté bouddhiste, quoi, qui est juste respirer, être là avec les gens, voir des trucs. C'est le flow, quoi. Et puis tiens, et en fait, le capter ça. Moi, quand je fais de la photo, je suis que là. Et ça, c'est tellement agréable. Donc, t'as de la musique dans les oreilles quand tu fais de la photo ou pas? Pardon? Tu as de la musique dans les oreilles quand tu fais de la photo ou pas? De moins en moins. Ouais. De moins en moins. En photo de rue assez longtemps, justement, pour pas que les gens me parlent ou pour pas interagir. Et en fait, je découvre juste ce que c'est que d'écouter, en fait. Ça peut aussi donner plein de signaux sur ce qui se passe, il y a plein de choses qui passent par l'audio. Toi, j'ai pas besoin de le dire, hein, mais c'est donc enlever les écouteurs et j'apprécie de plus en plus, même si c'est un bruit désagréable. En fait, ça transmet plein de choses et t'as des trucs comme ça, des balades audio qui existent avec des gens qui se déplacent en fonction de ce qu'ils entendent. Et je trouve ça assez marrant. Et quand tu fais l'exercice, tu t'écoutes les trucs et s'il y a un truc que t'entends ou que tu trouves intéressant, hop, t'y vas. Parce que moi, c'est une autre manière de faire de l'aléatoire en photo de rue, mais donc. Photo à l'oreille. Ouais. Un peu ça. Ok. C'est quoi une bonne photo? Qu'est-ce que c'est qu'une bonne photo? La bonne photo, c'est un truc qu'on cherche, mais qu'il faut prendre ça comme un cadeau parce que c'est beaucoup trop rare. Et donc voilà. Pour moi, la bonne photo, c'est la photo qui me provoque une émotion intense, quelle que soit la nature de cette émotion.
Donc il y a des émotions qui peuvent être très négatives, hein, donc mais photojournaliste par exemple, il y a des sujets qui sont présentés, oui, mais si ça correspond au sujet, c'est que le job a été bien fait. Donc émotion intense et puis après c'est ce qu'appellent certains le point de connexion émotionnel, ou d'autres le punctum de Roland Barthes ou Roland Barthes, je sais pas comment on dit. Et Chez Fabien Barthez, mais Roland Barthes. Tu connais? Je connais bien celui-là. J'aime bien le bisou de Laurent Blanc sur Laurent Barthès. C'est l'image que je garde de 98. Roland Barthes, un des philosophes de la photographie c'est le studium. Le studium, c'est la photo qu'on voit mais qu'on ne retient pas, et qui décrit quelque chose. Et le punctum, c'est ce petit truc en plus qui me touche, hein, ce qui me point. Et ce qu'a appelé autrement Suzanne Meislas le point de connexion émotionnelle. Donc le point de connexion émotionnelle, ça va dépendre des gens, c'est subjectif, mais il y a des choses qui vont plus ou moins nous parler. Et ce truc ne va arriver que si le sens de la forme, la structure de la photo, la compo, appelle ça comme tu veux, la scène, et la manière dont c'est présenté, arrive jusqu'à ce point où la photo te parle. Donc c'est le fond et la forme ensemble. D'accord. Est-ce que c'est une bonne photo? Belle réponse. Je sais pas si on est plus avancé avec ça, mais on est toujours un peu plus avancé. Je sais pas à quel niveau, mais en tout cas on a avancé un petit peu. J'ai coupé l'interview en 4 grandes parties. La première, ça va être sur ta street photographie. Le truc que j'ai noté qu'on retrouve pas, qu'on trouve chez toi et qu'on retrouve pas chez tous les street photographes, c'est de la variété. Souvent, quand tu regardes un street photographe, c'est un petit peu ce qu'on appelle un one trick pony. Tu sais, c'est quelqu'un qui a un truc qui marche, qui répète à l'infini, et c'est un peu tout. C'est-à-dire que t'en as qui vont faire que du noir et blanc, de la taille, dans une certaine ambiance lumineuse, à contre-jour. Enfin, t'as des gens qui sont très très identifiables. Souvent en street photographie. Toi, tu fais un petit peu de tout. T'as des ombres, t'as du large, t'as du avec et t'as du sans humain, t'as de l'architecture, t'as du posé, t'as du spontané. Je réalise j'ai réalisé en préparant cette question, c'est un petit peu mon écueil en street. Moi, comme toi, je viens d'un monde professionnel, donc je fais des reportages photos pour des gens qui me payent pour ça. Et donc, j'ai appris plein de techniques et je sais pas toujours me décider, alors que justement, tu en disais des fois en street, vaut mieux juste avancer et puis c'est tout, quoi. Mais justement, je voulais voir avec toi comment tu penses ça, comment tu penses cette variété. Est-ce que tu te rends compte qu'il y a une vraie variété dans ce que tu fais, ou est-ce que c'est intentionnel, ou est-ce que c'est peut-être pas conscient? C'est possible. Oui. C'est pas forcément conscient aujourd'hui, en fait. Je pense que ce que je partage, j'essaie de partager des trucs que je trouve intéressants. Enfin voilà, j'essaie d'avoir qu'un post, en tout cas aujourd'hui, c'est qu'un post ce soit une série de photos construites, toujours. Donc c'est dans la mesure du possible. Après c'est pas toujours le cas, mais dans la mesure du possible, un sujet. Et puis voilà, les 3 piliers du projet photo, quoi. Le sujet, le rapport au sujet, la manière dont moi je me positionne par rapport au sujet, ce que j'ai à dire par rapport au sujet, et en 3, l'expression visuelle. Donc il y a des expressions visuelles qui vont fonctionner avec certains sujets ou qui vont être au service du sujet. Donc c'est vrai que moi je mets l'aspect variété sur la forme. Oui, en fait, je me pose la question sur chaque sujet, quelle est la meilleure manière, ou celle que j'ai envie simplement de proposer sur ce sujet. Donc tu l'approches pas en tant que photo individuelle, mais en tant que storytelling, en fait. Maintenant, quasi exclusivement, ouais. Et même si c'est des photos que j'ai faites il y a pas longtemps, et c'est une sorte de drop de ce que j'ai fait récemment, c'est quand même, j'essaie de construire une série qui est dans un ensemble sur un projet sur lequel je travaille. Même si je l'annonce pas dans le post, au moins moi je construis la série dans cet esprit-là. Dans le montage de fond, en fait, tu as toujours cette idée que ça va appartenir à quelque chose et que ça va terminer dans un truc plus large, en fait. Ça explique du coup que plus ou moins tout ce que tu montres finit tôt ou tard dans un livre. Ouais, oui. Alors je sais pas si ça explique, ou si quand je me suis installé au Brésil, du jour au lendemain et on va dire 1 an et demi après, avec la pandémie,
Donc quand je suis parti au Brésil, j'ai perdu 50 à 60% de mes clients, ceux qui faisaient de la commande en France, à Paris, ou en France globalement. Et j'ai perdu l'autre moitié quand le jour où la pandémie tombe. Tout ce qui est voyage, agent de voyage, magazine de voyage et compagnie. Et c'est vrai que quand je suis parti au Brésil, j'ai décidé, à un moment, je dis bon, ce que j'aime, c'est faire des livres. Il y a qu'un seul moyen de le faire bien. Et donc je me suis mis c'est complètement idiot de se mettre un rythme aussi serré et aussi. Mais je crois avec les années que c'est bénéfique. Mais je me suis dit ok, je vais faire un livre par an. Jusqu'à présent, ça tient. Je sais pas jusqu'à quand, mais c'est toujours le plan. Et bon, il y a eu 2 livres éducatifs qui sont très confidentiels. Néanmoins, ce sont quand même 2 livres. Donc, t'as quand même tenu l'objectif. Ouais, pour l'instant. Sur la variété, ça se ressemblait dans ta série sur Fréjus. C'est ce que je te disais en préparant. Pour moi, elle est essentiellement basée sur les volumes, les masses dans l'image. Ce qui n'était pas trop... j'ai pas envie de dire pas présent, c'était présent, mais c'était moins visible et c'était moins flagrant dans ton travail qui précède cette série-là. Et justement, la question, c'est comment est-ce qu'on passe de quelque chose qui peut être plus spontané à ce genre de photos-là qui ont l'air, en tout cas dans ma perception, beaucoup plus construites. Ça me fait super plaisir que tu dises ça et que mais moi, il y a un avant et un après cette résidence artistique. C'est une résidence artistique. Moi, j'avais jamais mis les pieds à Fréjus. Et j'ai eu cette proposition et j'ai été retenu pour faire cette résidence photo à Fréjus, commandée par Port Fréjus, qui est une entité autonome par rapport à la ville. Hein, je préfère le dire. Et donc j'avais 15 jours, 3 semaines pour produire des photos, et je savais qu'à l'issue de ça, j'allais faire un livre. Et donc pour moi, c'était un truc, mais comment est-ce que je vais faire ? Je connais pas le truc. Donc j'ai lu un maximum, mais il y a des choses que tu ne peux pas savoir avant d'arriver. Et donc j'ai décidé en fait de travailler en amont sur le sujet que j'allais traiter et ce que j'appelle la fondation d'un travail photographique, c'est-à-dire comment je vais aborder le truc. Et avec les mêmes fondations, tu peux faire un immeuble, tu peux faire une maison, tu peux faire une cabane en bois, tu fais un peu ce que tu veux. Et donc ce travail, j'espère qu'il se ressent dans le travail que j'ai fait à Port Fréjus. C'était un travail sur le rapport au lieu et le rapport ce qu'on projette comme identité. En fait, à Fréjus et à Port Fréjus, la ville de Fréjus est scindée en deux, en fait, avec les gens qui vivent là, qui sont un petit peu en hauteur, loin de la plage et du port. Et tu as cette activité touristique, balnéaire, qui est Port Fréjus, la plage, les gens qui viennent là 15 jours par an, 3 semaines, ou même s'ils ont une maison, qui viennent de temps en temps. Et tu as vraiment 2 populations qui sont distinctes, qui s'opposent pas, mais qui cohabitent pendant l'été, on va dire. Et donc ça, moi, je l'avais imaginé un petit peu avant, mais avant d'arriver, je savais déjà quel sujet est-ce que je voulais traiter. Et donc, en arrivant au moment de la production, ça m'a permis de dire, ok, mon sujet c'est ça, comment est-ce que je vais l'articuler ? Pour l'articuler, je vais aller chercher des photos, dans la ville, je vais aller interviewer le curé du village, c'est une cathédrale, je devrais pas l'appeler curé, mais je vais aller interviewer quelqu'un qui vit là depuis longtemps. J'ai rencontré un monsieur incroyable qui vit là depuis des années, qui m'a raconté l'histoire de la ville. Je suis allé voir les touristes, et à chacun je leur demandais quel est votre rapport au lieu, comment est-ce que vous vous sentez ici, pourquoi, et comme ça en essayant de dégager dans mes photos, qui pouvaient être du portrait, de l'archi ou des choses extrêmement différentes, toujours pour aller vers cette idée que je développais. Et donc il y avait cette idée préalable que j'avais travaillée auparavant. Et puis ensuite, l'idée de la série, de l'expo et donc du livre que j'ai tiré de ce travail à Port Fréjus se sont cristallisées en faisant les photos. Mais il y avait ce travail préparatoire qui m'a énormément aidé à la production, à décider qui allait interviewer, de qui allait faire des portraits, et puis aussi dans ma pratique exploratoire où je me baladais en Fréjus pendant 2 heures, 3 heures, 4 heures sur une journée, de quel lieu, quelle architecture allait être emblématique du côté touristique ou du côté historique, on va dire, de Fréjus.
Donc du coup, ouais, tu t'es investi énormément en fait dans ta préparation et du coup, ça s'est ressenti derrière sur les photos. Est-ce que tu utilises une variété d'optiques parce que en street photographie, on a souvent cette espèce de dogmatisme. Moi, je shoot à 28, moi, je shoot à 35, moi, je shoot à 50 et je change jamais d'optique. Toi, j'ai pas l'impression que tu sois limité par ça. Alors, avec les années, je finis parce que j'adore cette optique, parce que je considère que c'est mon optique, ma focale. Je suis au 35 maintenant, quasi exclusivement. Et c'est aussi quelque chose que je conseille à ceux qui débutent, en fait, d'apprendre une focale. Parce que, mais j'ai travaillé pendant des années avec des zooms, y compris en photo de rue. Et ce qui permet de... Mais si tu travailles au zoom, et moi, quand je débutais dans la photo de rue, j'avais tendance au zoom à zoomer au max, pour m'approcher de manière un petit peu artificielle, en fait. Mais c'est surtout pour isoler les gens. Et tu te retrouves en fait, c'est mieux d'apprendre. Si vous travaillez avec un zoom, restez sur une largeur, sur une focale pour voir dans cette focale, parce que ça permet de voir des trucs nouveaux en fait. Mais après, moi, je me fais de temps en temps des séries au 85. Parfois, je reprends un zoom et je mets après, j'ai des habitudes. Moi, je suis impressionné par ceux qui font du 24, mais en même temps, si je veux faire du flash à 1 mètre, c'est mieux d'être au 24. Donc voilà. C'est autre chose. Ouais. Ça, je m'éclate dans vachement de pratiques différentes et je me laisse pas de limite par rapport à ça, même si maintenant, voilà, j'ai mon 35 qui est vissé dessus le plus souvent, mais t'as une préférence, je dois faire autre chose. T'as pas de dogme, quoi. Oh ouais, non, puis on s'en fout des règles. Ouais. Surtout. Elles sont faites pour être brisées, ça c'est clair. Exactement. Du coup, comment se fait ton editing? Parce que tu as toujours des séries assez serrées et bien triées, ce qui est certainement le truc le plus difficile et peut-être quand on se met à la photo, ce qu'on voit le moins en fait au départ, c'est qu'à un moment il faut trier ses photos, il faut être capable de se débarrasser de plein de bonnes photos pour que les très bonnes brillent d'autant plus. Comment ça se passe pour toi? C'est en plusieurs phases, mais oui, la partie la plus difficile, en tout cas, quand même moi encore il y a quelques mois, j'ai l'impression, c'est de se débarrasser de photos qui sont pas au service de la série que tu construis. Et en fait, construire une série, c'est exactement comme un livre ou une expo ou quoi que ce soit. C'est quoi le sujet? C'est quoi ton rapport au sujet? Et c'est quoi la meilleure expression visuelle sur les photos individuelles? Mais aussi ce travail qu'on fait sur moi ce que j'appelle la persistance visuelle, où chaque photo va en fait impacter la suivante. Et donc chaque photo est impactée par la précédente, par la suivante. C'est quoi la première? Mais la première, est-ce que c'est la plus forte ou est-ce que c'est celle qui dit mieux l'ambiance que tu veux transmettre? Parce que tu vas donner une impulsion très différente à une série de photos selon par quelle photo tu attaques. Ouais. Et aussi, est-ce que des fois, tu sens pas une photo faible parce cette qu'elle notion... sert les autres? Pardon? Est-ce que des fois, tu sens pas une photo qui, en elle-même, est un peu plus faible, mais sert tout le reste de l'histoire, quoi? Alors voilà, c'est exactement ça. Et en même temps, tu as ce truc de la perception d'une série de photos est au niveau des photos les plus faibles. Donc, en fait, moi, je commence à prendre la limitation, par exemple, d'Instagram à 10 photos. C'est une bénédiction, en fait. Ouais. C'est, moi, je me force. Ok, j'ai 60 photos que je crois bonnes, mais en fait, non. J'en ai peut-être 10 ou 15. Mais me forcer à en ne publier que 10, du coup, ça écrème plus. Et puis après, oui, il y a des photos qui vont avoir... c'est ce truc aussi de décider... Est-ce que c'est un groupe de photos? Est-ce que c'est une série de photos? Ou est-ce que c'est une séquence de photos? Les 3 trucs sont assez différents. Tu vois, les villes désertes, par exemple. J'ai beau avoir fait 4 villes, 5, je dis 4 dans le livre, 5 avec Tokyo, où il y a des dizaines et des dizaines de photos, mais en fait, c'est toujours la même photo. C'est un groupe de photos, quoi. La photo au grand angle, au milieu de la rue, en pause de 15 à 30 secondes. Il y a des contraintes. C'est une collection plus qu'une série. C'est une collection ou un groupe. Moi, j'appelle ça un groupe de photos. Hein, c'est tout le temps la même photo. Tu peux raconter une histoire avec un groupe de photos, mais ça fonctionne pas pareil que ce que j'appelle une série qui est chronologique. Photo de mariage, par exemple, ou un événement ou quoi que ce soit, où tu vas avoir besoin d'un sens d'une chronologie, et donc c'est la bande dessinée, quoi, on va dire, d'accord. Et puis la séquence qui va fonctionner où, tu vois, pour Fréjus, les photos étaient exposées 4 par 4. Et en grand, et je montrais en plus les gens de Fréjus,
en quasiment taille réelle, parfois en maillot de bain, sur le portrait. Les mecs, ils arrivaient, ils voyaient leur copain ou quelqu'un qu'ils connaissaient. Donc tu vois, t'as une expérience qui est totalement différente, et les photos fonctionnaient. Tu les vois une par une, mais tu les vois. Parfois, tu vas tourner dans un sens, parfois dans l'autre. Les 4 fonctionnaient ensemble. Et donc ça, c'est plus quelque chose de polyphonique, on va dire. C'est plus une symphonie, quoi, de photos qui marchent les 4 ensemble. Et ça aussi, dans une séquence de photos, tu peux construire des trucs comme ça. Si on fouille un petit peu toujours sur le côté storytelling, construction, t'as encore des séries de tes anciens boulots qui sont en ligne sur ton site, en reportage. Et quelque part sur ton site, j'ai lu que tu t'es formé toi-même. T'as pas fait une école, t'as pas fait des trucs comme ça. Comment t'as appris, comment t'as compris comment on construit une série photo comme ça? Comment j'ai appris ça? Alors, pour me former à la photographie, j'ai pas suivi de cours, mais j'ai bombardé de questions tous les photographes professionnels que je croisais. Donc je pense notamment à Sven Andersen, qui est un photographe et un portraitiste extraordinaire, et qui m'a transmis plein de choses. Je pense à lui, je pense à d'autres photographes que j'ai rencontrés chez Photographes du Monde, l'agence de voyage avec une des agences de voyage avec lesquelles je travaillais. Voilà. Et puis après, dans mon chemin, ou quand je me suis mis à faire plus régulièrement des livres, j'ai été accompagné par Proust. Je cherche son prénom, excuse-moi. Proust, il est pas photographe, mais il a été éditeur. Il a longtemps travaillé pour le WordPress. Et donc moi, tout ce que je fais aujourd'hui sur mes projets, sur mes livres est partie de ce travail que j'ai fait. Mais c'était un travail extrêmement difficile de réfléchir à sa photographie, de pourquoi je fais de la photo, quel est le sujet qui m'intéresse. Et c'était, je m'en faisais des nuits blanches parce qu'il me demandait de faire certains trucs, certains travaux, et voilà, je savais pas comment faire, quoi. Et quand le truc se débloque et que tu l'as fait une fois, bah après tu peux répéter l'exercice, c'est plus facile. C'est comme tout, tu vois. C'est d'avoir des retours critiques, en fait. Pardon ? C'est d'avoir des retours critiques, en fait. Marc Proust, excuse-moi. Alors oui, c'était un retour critique, mais c'était un retour. Il y avait un objectif qui était de travailler ce que lui appelle la prémisse d'un travail photographique, que moi dans mes enseignements j'appelle une fondation, mais c'est la même chose. C'est on va dire aujourd'hui, la fondation que j'ai, est la même sur certains de mes livres et correspond à qui je suis aujourd'hui, ou quel est le sujet qui m'intéresse, qui est le rapport au lieu, parce que je suis expatrié, j'ai ce truc où je me sens étranger partout, et où qu'est-ce qui fait que je suis attaché à Paris, mais j'arrive là-bas, je me suis dit les Parisiens, tu sais, et j'ai ce truc, je me sens plus vraiment parisien, puis je suis ici, je suis le français, je suis le machin, ce truc des expats, quoi, tu vois, où tu te sens plus chez toi, quoi. T'es nulle part chez toi. Et c'est un truc hyper bizarre. Et donc moi, c'est un sujet où je me suis demandé, mais pourquoi est-ce que je me sens chez moi à Salvador et je me sens quand même chez moi à Paris? Et donc voilà, ça c'est le sujet sur lequel je travaille, et que je veux pas infuser, mais que je veux présenter de différentes manières sur les différents livres sur lesquels je travaille, sur les différents projets sur lesquels je travaille. Et parce que ma réponse va être différente selon un livre ou l'autre, aussi parce que là maintenant ça fait 7 ans que je suis au Brésil, je me pose plus les mêmes questions sur le rapport au lieu ou sur le rapport à mon identité par rapport au lieu. Et donc voilà, et donc cette réflexion évolue, mais la fondation est un peu toujours la même, en fait. D'accord, ça évolue en tout cas. La deuxième grande partie de l'interview, ça va être sur la bienveillance et le sens du contact. Je te le disais quand on préparait, moi j'ai découvert ta personne, je connaissais un peu ton travail avant, mais j'ai découvert toi, ton visage, ta voix, tout ce qui est, enfin ta personne à toi, dans une vidéo qui était Street Photography France. Ils font un concours où ils mettent 2 photographes face à face, et puis que le meilleur gagne avec un thème. Et c'était la première fois que je te voyais shooter. J'ai réalisé en fait à ce moment-là que tu communiquais énormément avec les gens, d'une manière très douce, presque agaçante. Tu sais, le côté du mec très sympa. Où toi ça t'énerve parce que tu sais que chez toi c'est pas aussi facile et pas aussi spontané. Enfin, en tout cas ça a l'air facile pour toi. Je sais pas si ça l'est réellement, mais c'est presque agaçant de voir ça, parce que les gens te répondent gentiment. Moi, si j'essaye de faire la moitié de ce que tu fais, je me fais aboyer dessus la moitié du temps, tu vois.
Et je suis sûr que non. ce côté-là, ou alors peut-être qu'ils ont gardé que les moments où tu te fais pas aboyer dessus, mais en tout cas, ouais, il y avait ce côté, pas l'espèce de bienveillance forcée comme on l'entend maintenant, tu sais, où dès que quelqu'un est un petit peu fragile, tu essaies de le ménager un petit peu pour pas trop le choquer. C'est vraiment de la communication douce et gentil. Est-ce que ça te parle si je te dis ça? T'as l'impression, toi, d'avoir cette facilité, ou est-ce que c'est justement quelque chose que tu travailles? Déjà, ça me touche vachement que tu dis ça, parce que j'ai envie que les gens passent un bon moment. Les gens que je photographie, en fait, ça m'arrive d'être le photographe qui prend la photo avant de communiquer, et ça crée des réactions qui sont, mais néanmoins, même quand je suis dans cette pratique-là, je reste là, je discute, et voilà. Après, tout le monde réagit pas bien, mais quand je suis quand je suis pas voleur de photos, on va dire, au flash, 1 mètre, qui peut être un peu provoquant, tu vois, et un peu agressif. Moi, j'ai envie que les gens passent un bon moment, et moi, faire la bonne photo, je fais du mieux que je peux, mais je sais, je suis assez tranquille sur le fait que de temps en temps ce sera bon, de temps en temps j'en aurai une de bonne, voilà. Et donc là, le challenge était assez marrant avec Street Photo France. C'était puis je pense que c'est hyper bien de se challenger, d'avoir une limite de temps, un sujet, et puis un copain qui est en train de faire la même chose pendant la même demi-heure. Je trouve, voilà, prendre ça comme un jeu, quoi. Et donc, mais même quand je suis tout seul et que je fais de la photo tout seul, j'essaie de savoir d'où viennent les gens, ce qu'ils font. J'essaie de m'intéresser à eux, même si je les reverrai jamais. Je sais pas, c'est de la curiosité très sincère, hein. C'est pas, je fais pas ça pour obtenir la photo. Donc moi, ça me touche que tu me dises que ça paraît en tout cas sympathique, parce que moi, c'est comme ça que j'ai envie d'être. Mais c'est un truc que j'ai travaillé. Je me suis un peu forcé au début. C'est pas, je me considère comme quelqu'un de timide à la base. D'accord. Plutôt. C'est pas l'impression que j'ai eu forcément, mais c'était d'autant plus visible qu'en réalité, tu as 30 minutes et que tu t'arrêtes quand même pour montrer les photos aux gens. Tu vois, quand tu as 30 minutes, normalement, tu traces. Tu perds pas de temps dans les trucs et tout. Toi, oui, t'avais tes 30 minutes, tu devais être à mi-parcours, t'avais pas encore ta photo, et tu t'arrêtes pour montrer aux gens que t'as pris une photo d'eux avec leur gosse et qu'elle est jolie, tu vois. Et c'est surprenant, en fait, de voir quelqu'un faire ça. Oui, attends, après la compétition, enfin, je veux dire, moi, elle a, enfin, moi, je trouve pas ça impressionnant. On reste normaux, et enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est encore une fois, moi, ce que j'ai envie, c'est que les gens passent un bon moment. S'ils veulent la photo, je leur envoie, et puis on dialogue. Sur la fin du challenge, j'essayais de sortir les photos. J'étais un petit peu plus brusque, tu vois, mais c'était, mais voilà, c'est juste une photo, quoi, tu vois. Il y a rien de. Tu l'as pas pris comme une guerre, quoi. C'est parce que moi, tu me lâches là-dedans. Et puis alors, je veux dire, c'est juste une vidéo YouTube, un challenge YouTube. Enfin, moi, je trouve ça fun, quoi. Non, mais voilà, ouais, enfin, on n'est pas là pour. Mais non, moi, tu me lâches dans un truc comme ça. Moi, je suis un chien hargneux, quoi. J'ai besoin de gagner. Je peux pas laisser passer ça, quoi. Et ça a beau être amical, il n'y a pas de match amical, en vrai. Il n'y a plus de copains dans la compète. Moi, j'envisageais pas de perdre, hein. Ça, de toute façon, j'avais envie de. Mais c'est, mais c'est bien de prendre la photo comme un jeu et de pas se mettre de pression sur le résultat, parce que voilà, après la bonne photo, c'est un peu en une demi-heure, franchement, d'en avoir même une bonne, je pense pas que j'en avais vraiment une de bonne. Hein. Ce qui est marrant, c'est qu'à chaque fois que je vois quelqu'un qui fait une sortie street, tu sais, en POV sur YouTube, et le mec il te publie 27 photos de sa sortie de 4 heures, je fais, mais c'est pas possible. En 4 heures, déjà, t'as peu de chance d'en sortir une seule. Donc, mais moi le premier, hein. Moi le premier, j'ai fait comme tous les youtubeurs l'exercice POV. Je crois que la première sur Paris, j'avais 7 heures de trucs, mais ça m'oblige à partager des photos trop moyennes. Et en tout cas, je veux plus le faire comme ça. Moi, j'essaie maintenant
il peut y avoir de la POV dans mes vidéos, mais je suis en train de raconter un truc et c'est pour illustrer un truc. Il faut qu'il y ait une histoire. Je suis tout à fait d'accord. Sinon, c'est trop dur. C'est en fait le POV. Si t'as pas un thème, quelque chose. C'est oui, non, je comprends même pas comment c'est possible en fait d'envisager que tu puisses faire juste ça, une vidéo sur des photos qui ne peuvent pas être bonnes. Enfin, j'ai fait une vidéo il y a pas longtemps où on m'a filmé pendant 4 heures, 5 heures. Franchement, si j'ai sorti une photo à peu près présentable, ça va, tu vois. Et on en a publié une bonne dizaine. Et je me suis dit, les gens, ils vont voir ça, ils vont se dire, mais c'est quoi ce bras cassé, quoi, qui me parle de photos et qui est pas foutu d'en sortir une potable, quoi. Ouais, mais en tout cas, pas tout le monde, mais la plupart des spectateurs de la vidéo, tu peux te rassurer en te disant qu'ils n'ont pas forcément le même niveau d'exigence que toi. Mais il y a ça, puis il y a aussi, tu montres ton portfolio au démarrage, donc t'as quand même une base, quoi. Oui. Donc, alors si on continue sur le côté bienveillance et sens du contact, tu as une proximité, une vraie proximité avec les sujets que tu shootes. J'ai déjà abordé le sujet de la proximité il y a pas longtemps en street, notamment avec Tritsi, mais toi tu le fais différemment, c'est-à-dire que c'est pas qu'une proximité physique, on sent à défaut du dialogue, au moins un échange, que ce soit dans le regard, où il y a une vraie communication, même si elle n'est pas verbale en fait. Ouais, je pense que c'est difficile, à part en passant et en étant invisible. Par exemple, avoir un appareil noir sur un manteau noir et tu fais une photo et tu t'en vas. Moi, je pars du principe, et je dis pas qu'il y a une pratique qui est meilleure que l'autre, hein, mais je dis simplement, enfin, en tout cas, moi, ma manière de photographier, c'est de signaler ma présence. C'est et pour moi, le photographe, le ou la photographe, fait toujours partie de la photo, quoi. Donc c'est vrai que je préfère assumer cette présence et après la personne interagit, s'arrête ou pas. Ouais. C'est pas grave, mais je signale que je suis là en train de faire des photos à minima. D'accord. Voilà. Sur ce thème-là, dans tes vidéos, j'ai noté, tu parlais de trouver sa distance. Ouais, alors ça c'est plus pour les gens qui débutent ou qui sont dans mes ateliers. Il y en a certains qui ont un peu d'expérience, mais qui veulent franchir une étape. Et tu peux avoir ce problème chez des gens qui font de la photographie de rue, d'être toujours à la même distance et globalement souvent trop loin. Ouais. On peut faire des photos excellentes en étant loin. Et moi, c'est cette distinction que je fais dans ce que j'essaie d'enseigner, c'est entre la structure, donc des éléments graphiques, des éléments de composition forts, et des éléments de rythme qui sont la scène, qu'est-ce qu'elle dit, c'est quoi le message que font passer les gens dans ta photo, hein, mais ça tu vas l'avoir, ce rythme tu vas l'avoir quand tu es plus proche de tes sujets. Et donc si tu pratiques uniquement je suis à 15 mètres loin et tu ne sais, mon propos est pas de chercher sa distance, ça veut pas dire il va falloir que vous soyez à 1 mètre des gens, parce que il y a des gens, moi ça me convient pas toujours, et je pense pas que ce soit ma meilleure distance d'ailleurs. Mais au moins chercher une distance avec laquelle on est à l'aise, quoi. Et le plus souvent, en s'approchant un petit peu, quoi. Donc c'est ça, chercher sa distance, c'est expérimenter différentes distances, mais voir avec laquelle on est le plus à l'aise, en fait. Il y a des grands photographes qui bossaient au téléobjectif. Sol Leiter, il a fait une grande partie de son œuvre au téléobjectif et c'était pas problématique. Après, ça dépend de ce que tu veux shooter, de ce que tu veux montrer derrière, quoi. Question suivante, on va parler plutôt de YouTube. Toi, tu as une chaîne YouTube qui tourne plutôt bien. Est-ce que YouTube est en train de devenir indissociable de la street photographie, en tout cas pour les gens qui veulent en vivre? Ouais. Est-ce que YouTube est indissociable? Non, c'est pas. C'est pas obligatoire de faire YouTube pour faire de la photo de rue, ça c'est sûr. Mais pour en vivre, non plus. Non. Je sais pas si on vit vraiment de la photographie de rue. Je pense je crois pas. Au moins en formation, mais en formation, il faut quand même avoir un certain public qui te considère comme apte à donner des conseils. Donc, est-ce que YouTube, oui, si tu veux, mais je considère pas que vivre de la formation, c'est vivre de la photo de rue. Tu vois, enfin, en tout cas pour moi, la photographie de rue, c'est une pratique. C'est un nom qu'on met sur un ensemble, un mélange de pratiques. Simplement le fait d'être dans l'espace public. Après, tu vas avoir autant de pratiques de la photographie de rue que t'as de photographes, quoi. Donc c'est pas, c'est plus une clé d'entrée en fait. Tu vois, pour arriver sur un discours que tu peux avoir éventuellement, en tout cas pour moi, qui est d'éduquer à la photographie en général. Voilà. Donc, mais c'est moi, c'est pas qu'une passerelle vers l'éducation. J'ai aussi découvert un certain plaisir à construire des histoires
à construire des vidéos, à avoir un propos, et j'irais même jusqu'au point de dire, mais ça a été extrêmement dur. En tout cas, je pense que ça m'a amené aussi à réfléchir à ma photographie, à quelles photos je montrais dans mes vidéos, à quelle histoire je raconte en permanence dans la vidéo et dans mes photos, et voilà, et enfin, en tout cas, YouTube comme outil, c'est, je crois, aujourd'hui, le seul qui permet d'avoir une croissance organique telle. Instagram, grandir organiquement sur Instagram, c'est quasiment impossible pour un photographe. Enfin, à part à faire des vidéos, à part à faire des reels, mais ce qui revient au même procédé que de faire du YouTube. Et alors que YouTube, quand tu arrives à deux trucs, qui est d'avoir une idée, un titre et une présentation de ton idée qui donne envie aux gens de cliquer. Et en plus de ça, des gens qui regardent ta vidéo longtemps, c'est-à-dire quasiment en entier, on va dire, YouTube le repère et va présenter cette vidéo à des gens qui ressemblent aux personnes en question. Et de temps en temps, tu peux avoir des vidéos qui décollent et qui te font aussi grandir la portée de ta vidéo, et par extension de ton travail. C'est rigolo parce que tu vois, je regardais un petit peu tout à l'heure tes vidéos, j'ai fait défiler la liste et je regardais à peu près le nombre de vues par vidéo, et en fait je pense, je suis à peu près sur, je dois avoir par épisode un peu plus quand même de lecture, mais par contre moi j'ai pas des pics. Comme tu peux avoir sur des vidéos. C'est-à-dire tu as des vidéos, elles sont à 2500 en permanence, toutes les vidéos, trucs, et puis paf, t'en as une à 10 000, tu vois. Moi, j'ai pas ça. Moi, je suis entre 3 et 5000, mais par contre, je suis entre 3 et 5000. Il n'y a pas une qui en a fait 15, tu vois. Et ça, c'est un peu le défaut, entre guillemets, du podcast, qui a aussi une qualité parce que t'es pas tellement dépendant d'un algorithme non plus, vu que t'as plein d'annuaires, mais effectivement t'as quelque chose de beaucoup plus linéaire. Ouais, t'as une croissance qui est plus stable, on va dire. Mais sur YouTube, moi ça a pu être un défaut d'avoir une vidéo qui décolle comme ça. Ouais. Sans que ce soit un buzz incroyable, hein, mais simplement une qui et pendant des mois après, je me suis dit mais comment j'ai fait en fait, et j'ai mis vachement longtemps à comprendre. Et en fait, c'est pas tant, et je sais que moi j'ai eu cette bascule de comprendre que en fait c'est pas tant de se conformer à un algorithme. Là, il y a un algorithme de YouTube, mais l'algorithme de YouTube, il est en fait ce sont des signaux de est-ce que les gens regardent tes vidéos et est-ce que les gens les regardent en entier. Et parce que le but de YouTube, c'est que les gens restent, et que les gens restent quand ils proposent une vidéo. Si les gens partent au bout de 30 secondes, s'il n'y a pas assez de rythme, s'il n'y a pas un truc qui est raconté où les gens ont envie de regarder, ils restent pas. Et ça, YouTube le sait instantanément. T'as ces courbes de rétention qui sont et où comment t'arrêtes d'avoir les courbes qui descendent comme ça, quoi. Et ça, c'est par l'écriture uniquement que tu y arrives. Ouais. Et donc de raconter de meilleures histoires. Je sais pas si ça, même si c'est un sujet éducatif en fait, tu peux avoir une narration. On en revient à ce qu'on disait au tout départ en fait, qui était que faut aimer ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'en fait au départ, t'as besoin d'insister, t'as besoin de t'accrocher, t'as besoin d'avoir le grit en fait, et que si tu n'aimes pas ce que tu fais et que tu le fais que pour l'audience, en fait tu vas pas aller loin, quoi. Ouais. C'est impossible en fait. Enfin, en tout cas, YouTube, ça demande, sans même parler de l'algorithme, du temps que ça prend, c'est à la fois extrêmement simple, c'est-à-dire que tout le monde a un téléphone et peut faire des vidéos. Ou tout le monde, je dirais une GoPro aujourd'hui, ça coûte pas trop cher si tu veux faire du POV. C'est de la même manière que tout le monde est photographe aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est très facile d'appuyer sur le bouton, mais c'est beaucoup moins facile de faire quelque chose de cohérent. Ah, et puis alors en plus dans la photo, si tu décides de pas parler de matos comme je l'ai fait, et à un moment la tentation est trop grande parce que le volume de recherche sur le matos est tel que tu te dis bon je vais y aller, je vais parler matos, tu vois. Et j'ai dû céder une fois ou deux quand même. Ouais. Mais au moins par les réglages, tu vois, parce que c'est une clé d'entrée où il va y avoir beaucoup de monde d'un coup qui va venir.
T'as un juste milieu à trouver, ouais. C'est pour comment attirer des gens et comment après parler de choses. Je sais. Moi, c'est en même temps, j'ai pas envie de parler matos. En même temps, si je devais faire du YouTube, je pense que la vidéo que je kifferais le plus de faire, c'est, tu sais, le Everyday Carry, là. Tu sais, le machin où tu t'expliques ce que t'as dans tes poches en permanence, parce que c'est un truc que je consomme, mais tellement, quoi. C'est. Bah ouais, parce qu'on est curieux aussi de voir. Et puis le matos, on en a besoin. Donc. Mais tu trouves des perles. En fait, c'est les petites choses. C'est toujours les petites choses. J'avais pendant longtemps, quand j'avais un invité dans le podcast, je lui demandais de faire un dans mon sac, mais bon, c'était tellement compliqué à suivre que j'ai un peu laissé tomber. Mais effectivement, c'est dans mon sac en audio, ouais. Non, en fait, j'ai un blog en parallèle. Ah, pardon. Sur le blog, en fait, on faisait dans les jours qui suivaient un dans mon sac. Ça relançait un peu les écoutes et tout. Et par contre, bon, effectivement, tout le monde le fait pas spontanément. Et à un moment, t'en as marre, en fait, de harceler des gens pour avoir le truc. Puis ils ont pas que ça à foutre. Faut être tout à fait honnête. Mais par contre, dans ces articles-là, c'est toujours les petites choses. En fait, sur l'appareil photo, tout le monde a le même. Tu les connais tous. Mais par contre, t'as des petits trucs qui sont hyper pratiques. Et c'est souvent, tu vois, genre la chiffonnette ultime qui reste accrochée dans ton sac que tu perds jamais, ou des trucs à la con comme ça, qui sont vraiment intéressants en fait dans ces choses-là. C'est pourquoi t'as un couteau suisse, en fait t'as des lunettes, et puis dans ton couteau suisse t'as un petit tournevis pour tes lunettes qui arrête pas de se péter. C'est con, mais c'est ça, tu vois. Clairement, c'est la raison pour laquelle j'ai un petit couteau suisse dans mon sac. C'est ça, c'est qu'en fait, moi, je suis tout le temps en train de resserrer mes lunettes ou celles de mes gosses. Donc, ça fait partie de ces petites choses-là, et c'est comme ça que c'est à ça que ça sert. Effectivement, si je fais des vidéos sur YouTube, en fait, la seule que je kiffe, mais vraiment, j'anticipe en me disant, j'adorerais faire ça, c'est dans mon sac. À quoi ça tient. Puisqu'on est sur les vidéos, bien parler face caméra. Pas simple. Comment on fait? T'as l'air plutôt à l'aise dans l'exercice. Ça aussi, c'est la répétition. Moi, j'ai un rapport je suis arrivé sur YouTube après 2 ans et demi, 3 ans quasiment de live. Et donc ça aide parce que le live te met une telle pression en fait parce que moi que je trouve bénéfique parce que t'as pas le droit à l'erreur et donc tu ne t'autorises pas en tout cas dès que t'en fais une tu apprends à te rattraper plus rapidement, on va dire. Et donc c'est vrai que moi mais tu regardes les premiers lives que j'ai fait sur Facebook, c'est catastrophique quoi. Mais tout dans la diction, dans le rythme, dans tout. Donc ça c'est vrai que voilà, j'ai eu cette facilité là on va dire avec ces lives YouTube. Et puis ensuite les premiers programmes que j'ai proposés sont les programmes où j'analyse les photos des gens toutes les semaines. Donc toutes les semaines pendant 2 heures. Et donc ça, alors les gens réagissent pas, tu vois, et ensuite à l'issue de ça, j'ai commencé à faire de l'accompagnement individuel. Donc la présence caméra est pas venue, mais on va dire que je suis arrivé sur YouTube, j'avais quand même ça, mais je suis arrivé sur YouTube en continuant. Moi, je savais pas comment faire. Mon Dieu, il va falloir que je fasse des vidéos en plus de mes lives. Et j'ai trouvé un YouTuber qui m'a ouvert la voie en disant si je devais commencer aujourd'hui, je scripterais des lives en plusieurs rubriques et je ferais des montages de ces lives de vidéos de 10-15 minutes. Et je me suis dit mais c'est génial, c'est ça que je dois faire. Et j'ai commencé à scripter mes lives et je les ai fait je suis passé de Facebook à YouTube, je les ai fait sur YouTube. Et j'ai scripté mes lives 10-15 minutes et donc ça m'a vachement aidé du fait que ce soit en live, mon enregistrement en fait, il y a pas de deuxième prise quoi, il y a pas de tu vois, il y a ce truc. Et donc et puis le live c'est vachement fun. Ils sont pas beaucoup, on n'est pas beaucoup en live, tu vois, mais même si c'est aujourd'hui c'est 40-50 personnes, tu vois, et t'en as beaucoup. Ouais, t'en as une grosse moitié qui sont en direct et donc t'en as une grosse moitié qui sont là à chaque fois. Ouais. Et donc il y a des choses qui se font d'un épisode sur l'autre, il y a cet échange qui se maintient sur la durée. Je suis avec un peu une bande de copains, tu vois ce que je veux dire, dans le chat, on est là et t'as ce côté et donc après quand j'ai dû monter faire des montages de ces séquences que je faisais, et je me suis bien rendu compte des problèmes que ça posait et du coup j'ai essayé de m'améliorer. T'as le deuxième truc qui est hyper important pour grandir sur YouTube, c'est d'essayer d'améliorer un petit truc à chaque vidéo parce qu'il y a tellement de choses qui vont rentrer en ligne de compte que j'ai eu ce truc-là sur les premières vidéos et je me prenais la tête. Maintenant, je le vois beaucoup plus facilement, mais les premières vidéos, c'était dur à monter, quoi.
Et donc la présence caméra, maintenant j'enregistre avant, je fais 3-4 prises jusqu'à ce que la prise soit bonne. Et donc il y a ça dans la vidéo aussi même. Ouais, ça aide un petit peu. Tu disais tu fais pas de tests matos et de choses comme ça, mais tu touches un petit peu à tout sur ta chaîne, et notamment, est-ce que c'est ce que j'ai bien aimé, tu insistes souvent, doucement, gentiment, mais tu insistes quand même sur l'importance de la culture photographique. Donc ça va être de parler des grands, et d'analyser des choses que tout le monde va pas forcément analyser, genre le jeu de jambes de Cartier-Bresson, tu vas aller analyser les attitudes dans des images d'archives, des choses comme ça. Alors c'est rare que ça arrive, mais pour le coup la vidéo de Cartier-Bresson je l'avais jamais vue, et j'ai bien aimé en fait cette idée, parce que c'est vrai que tu le vois bouger à droite, à gauche, faire des petits pas, lever, hop, je lève la tête et tout. C'est un peu comme Winogrand, il y a une vidéo de lui en train de faire des photos où il est en train de triturer son appareil, il fait presque peur parce que tu as l'impression d'être face à un mec bizarre qui est en train de manipuler son truc et tout. Mais je trouve que c'est hyper important de voir ça. Je pense que Winogrand, qui était très agressif en fait en photo, devait être moins emmerdé parce que justement il faisait ça et que les gens se disaient c'est quoi ce fou quoi. Mais j'aime bien cette idée, et aussi cette idée de l'importance de se construire une culture photo autre que Instagram, qui n'a pas que des bons côtés. Tu vois, tu lui as trouvé le bon côté pour construire son portfolio, c'est que tu es limité à 10 photos. Mais en dehors de ça, je suis pas sûr qu'Instagram ait tant apporté que ça réellement à la bonne photographie, quoi. L'avantage d'Instagram aujourd'hui, c'est qu'au lieu d'aller chercher ceux qui ont le plus de likes, tu peux aller chercher les grands photographes. Donc ils ont quasiment tous, ou les fondations de ces photographes, pour ceux qui en ont des comptes Instagram pour diffuser ce travail-là. Donc ça dépend où est-ce que tu mets ton focus aussi. Donc c'est essentiel d'avoir une culture photo. Je pense que c'est une étape nécessaire. Pas quand t'es au début, quand tu commences à avoir un petit bagage, là ça devient, je pense, une étape indispensable pour franchir un vrai palier en fait. Sinon, après on en connaît plein, des photographes qui se maintiennent dans un truc, et puis c'est pas grave si t'as pas envie de progresser, tout va bien. Mais c'est vrai que savoir ce qui a été fait sur les sujets que tu traites, comment ça a été fait, et surtout comment ont travaillé ceux qui sont venus avant nous, quoi. Parce que eux, ils s'inspiraient pour les tout premiers, ils s'inspiraient des peintres, mais il y a toujours des gens qu'on fait le taf qu'on fait avant. Donc c'est bien de se positionner par rapport à eux aussi, quoi. Non, mais une grande photo dans un grand livre aussi, c'est quand même, c'est une photo quasi parfaite. Il y a pas de marge. Donc effectivement, quand tu vois ça, t'éduques ton œil un peu autrement que sur des photos qui sont likées sur Instagram et qui veulent pas dire grand chose en réalité. Complètement. Quoi. Et puis j'ajouterais que le livre photo, c'est le meilleur véhicule pour la photographie en général, et pour les histoires de photographes. Enfin, c'est mieux que YouTube, c'est mieux que tout. Il y a vraiment rien de mieux que le livre photo. Donc s'il y a un truc à retenir de ce qu'on vient de dire, c'est acheter des livres photos des grands photographes, mais pas forcément ceux qu'on conseille nous. Trouvez ceux que vous aimez vous, et puis et analyser leur travail, quoi. C'est vraiment la vidéo sur Cartier-Bresson, analyser le jeu de jambes. C'est deux trucs. C'est dire que la photo de rue, en tout cas, c'est quelque chose de physique. Il y a il y a une présence physique. Il y a quelque chose qui va très au-delà de simplement avoir les bons réglages. Et donc c'est ça le jeu de jambes de Cartier-Bresson dans cette vidéo. Et le deuxième truc, c'est étudier les planches contact ou étudier les livres. C'est pas juste je tourne les pages, quoi. C'est ok, comment il a fait, la séquence est construite comment, la photo est construite comment, qu'est-ce qu'elle me dit, enfin voilà, tout ça. Et ça, tu passes 2 heures, 4 heures sur un livre, et il y a rien qui va plus t'apprendre que ça en fait. Et accessoirement, je rajouterai un truc aussi, c'est qu'on a l'impression souvent qu'il faut se constituer une bibliothèque géante. C'est pas vrai, il vaut mieux avoir 4 ou 5 livres et les connaître par cœur qu'en avoir 500 et jamais les ouvrir, quoi. Ah, complètement. C'est quand même autre chose. C'est une des raisons, une des règles que j'ai, c'est un livre photo par mois, pas plus. Parce que sinon, en fait, tu passes ta vie à découvrir des trucs et à les enchaîner. Et en fait, non, tu ne découvres rien réellement. Malheureusement, les expéditions au Brésil sont un petit peu chères, mais dès que je reviens en France, je recommence ma
ta collection. Mon rythme un petit peu plus serré sur le photo. Ouais, c'est clair. Dernière question de la partie interview, on va parler de la peur. J'ai abordé le sujet avec Alex Dino, donc qui m'a recommandé de t'inviter et qui m'en a parlé en me disant c'était ta façon de voir les choses. Mais comme je t'ai en face de moi maintenant, on va aller directement à la source, on va te poser la question à toi. Numéro 1, la peur, c'est l'émotion numéro 1 qu'on ressent en street. Et toi, je t'ai vu, et c'est ce qu'Alex me disait, tu dis que c'est un signal. Moi, je dis que c'est de l'énergie, mais c'est deux faces de la même pièce. Mais du coup, qu'est-ce qu'on en fait ? Qu'est-ce qu'on en fait, ce signal ? Si on arrive à surmonter cette peur, on en fait une photo. Ouais. On essaye. Mais tu vas avoir des degrés dans la peur, mais oui, c'est une des émotions primaires. Je sais pas comment on dit, mais quoi, qui quand on est dans une pratique comme ça, dans l'espace public ou dans la rue, mais même avec des photos posées, si t'as jamais fait de studio de ta vie et qu'on dit tiens, voilà les lumières, voilà le déclencheur et t'as machin et là t'as cette pression, faut réussir ta photo. Donc c'est autant la peur d'interagir avec les gens que la peur de l'échec. Et moi, ce qui revient vachement dans la qualification de la peur, qui est le premier travail qu'on a à faire dans un atelier, par exemple, c'est de nommer ses peurs. Une des 2-3 principales, c'est la peur de rater les photos. Comme si les gens dont on faisait la photo, ils allaient nous dire, alors que 99% des gens, ils seront contents quelle que soit la photo que tu leur montres. Mais tu sais, on a ce truc où j'ai pas réussi, et en fait, on se donne une raison de pas y aller. Tu vois ce que je veux dire ? Et donc le truc de réaliser que la peur est un signal, c'est en fait réaliser, c'est essayer de baisser le volume d'intensité de cette peur, que ce soit pas un truc qui te limite et qui aille jusqu'au point où tu ne vas pas faire de photos, parce que là c'est le seul moyen d'échouer vraiment, c'est de pas faire de photos, quoi. C'est de pas essayer, tu vois. Et en réalité, réaliser que dans l'espace public, dans les millions de photos qui se présentent devant toi à n'importe quel moment, dans ton salon, dans ton jardin ou dans la rue ou dans ton voyage ou dans tout ce que tu veux, tu as des millions de photos possibles autour de toi en permanence. Ce qui va faire ce qui précède le moment où tu te dis oh non, j'y vais pas, j'ose pas y aller, j'ose pas le truc, t'aurais pas ce truc-là, donc cette peur d'y aller, si t'avais pas eu envie d'aller faire une photo. C'est qu'en fait, t'es là, t'es en train de scanner, t'es en train de et puis tu vois un mec passer, il a un truc qui t'a intéressé, mais puis tu dis oh non, j'y vais pas. Parce que t'as peur de le gêner ou t'as peur de toutes ces raisons qu'on se donne de pas aller faire des photos. Mais en fait, si t'as peur, c'est parce que t'avais envie de faire une photo. Ouais. Donc une fois que t'as compris ça, du coup, la peur devient un radar aux trucs qui t'ont intéressé. Et donc moi, et ça, moi je l'ai toujours. C'est-à-dire que pendant que je suis en train d'enseigner ça, je vois des mecs, je lui dis oh non, j'ose pas. Et puis le mec, non, il a passé trop vite. Et là, je m'arrête et je me dis, ok, c'est que j'avais envie d'aller faire une photo. J'y retourne. Je vais le voir. S'il a déjà avancé, je l'arrête et je lui demande un portrait, tu vois, ou je sais pas, ou j'essaie mais donc c'est un signal qu'il y a un truc qui t'a intéressé. Après, mon but, c'est pas de dire ce truc bizarre pour que la peur vous sorte de votre zone de confort, mais vous rentre pas dans la peur panique, quoi. C'est la reconnaître, juste, en fait, mais la traiter entre les différemment, quoi. C'est juste ça, c'est la reconnaître et la traiter différemment. Ouais, la reconnaître, c'est ouais, et puis le jouer avec, quoi. C'est pas grave si la photo est ratée, c'est pas grave si le mec te dit non, c'est pas grave, c'est pour ça que tu demandes. Voilà, et puis s'il dit oui, ou si t'as réussi à y aller sans demander la permission, peut-être t'auras une bonne photo. Mais ça, on verra après. Sur le moment, tu peux pas faire autre chose qu'essayer, quoi. Alors, dans la gestion de la peur, tu m'as fait sourire avec un truc, c'est l'effet Batman. J'ai bien aimé cette idée de devenir un autre personnage pour justement, tu sors de toi-même, en fait, et tu n'es plus la même personne et ça te permet de passer outre ça. C'était pas mal comme analogie. Ouais, c'est hyper marrant, mais c'est vachement lié à la culture photo, au travail des grands photographes. Ce que je propose, moi, j'ai découvert l'effet Batman, parce que j'ai mes enfants qui se déguisent dans des personnages de dessins animés. Ouais. Je vais pas les dire parce que je les connais qu'en portugais, mais PJ Masks. Et ils me demandent à ce que je les appelle quand ils ont le déguisement, il faut que je les appelle comme ça. Et j'ai réalisé que en fait, je pouvais leur faire des trucs qu'ils avaient pas du tout envie de faire, uniquement en les appelant de leur personnage et où le truc chiant devenait une aventure. Ouais. Et je me suis demandé, ok, mais
c'est génial d'une part, et comment j'applique ça à la photographie pour peut-être justement aider les gens à surmonter leur peur d'aller faire des photos dans l'espace public. Et je me suis dit, en fait, le personnage de dessin animé de mon fils, ça peut être Gary Winogrand. Tiens, si je faisais de la photo comme Gary Winogrand, si je me prenais pour Gary Winogrand, est-ce que j'arriverais à y aller un peu plus? Mais en fait, l'idée de tout ça, c'est pas d'être strictement comme Gary Winogrand ou comme qui vous voulez, en fait. L'idée, c'est de prendre la photo comme un jeu, comme une aventure, tu vois. Et c'est ça l'effet Batman. C'est en fait de prendre ça comme une aventure, de prendre ça comme un jeu, comme un. Que ferait le grand Gary Winogrand ou que ferait le grand Cartier-Bresson s'il était à ma place? Ouais, c'est ça. Et puis après, et puis on peut choisir d'autres photographes, évidemment. Moi, je sais que j'ai fait ça en fait avec une photographe que j'ai interviewée il y a quelque temps sur la chaîne, Julia Coddington, et je me suis amusé sur un événement à Salvador à faire des photos. Je me suis demandé, tiens, comment est-ce qu'elle ferait elle? Parce que je trouvais hyper intéressant sa manière d'être ultra près, mais genre ultra près des gens. Et voilà. Et donc j'ai continué à faire des photos comme je l'aurais fait habituellement, mais je me suis demandé aussi, tiens, si je voulais faire comme elle, comment est-ce que je ferais? Ouais. Et du coup, c'est devenu pendant 2 heures, je me suis amusé avec ça, j'ai joué autour. Je me suis dit, ah ouais, si je fais ça, si je me mets là avec les gens, il y en a qui me voient, il y en a qui me voient pas, et puis et en fait, l'idée de l'effet Batman, c'est de prendre ça comme un jeu, de prendre ça comme une aventure, que ce soit beaucoup plus léger que cette pression qu'on peut se mettre. Enfin, je veux dire, c'est d'abord du plaisir. En tout cas, quand on fait de la photo pour soi. Quand on est en commande, c'est autre chose. Mais tu vois. Si tu fais de la street photographie et que c'est pas un plaisir, il y a peut-être une vraie question à se poser. Oui, je pense. On termine toujours la partie interview en parlant d'une photo ou d'une série photo. On va parler de ta série Colette parce que tu as une vidéo sur le fait de. Alors, je sais pas si la vidéo est purement dédiée à ça, mais ça devait être 3 points. Et c'était un des 3 points. Et c'est un point que moi je trouve très important. C'est travailler ta scène. Je pense qu'il y a un vrai problème la plupart du temps avec les gens qui font une photo et qui se barrent alors qu'il y avait tellement mieux à faire et que tu en fais 10-15 et tu te fais une belle planche contact et en fait ta photo elle est 1000 fois plus puissante. Toi tu as fait une série photo pour Colette et c'était un événement. Alors je crois que c'était du travail pour le coup, c'était une commande. Oui, c'est une commande. T'avais peu d'angles et peu de variétés possibles et que là si tu bossais pas bien ta scène, clairement c'était compliqué et ça j'aimerais bien que tu nous racontes comment tu as abordé ce reportage justement et comment tu as travaillé ta scène dans ce cas de figure là. Ouais, c'était pour la fin de Colette en fait, quand la boutique c'était leur dernier événement, leur dernier et moi j'avais jamais travaillé avec eux. Donc et ils ont travaillé avec beaucoup de photographes. Je veux dire, c'est vraiment j'étais hyper touché, honoré déjà d'être contacté parce que c'est eux qui m'ont contacté pour que je fasse ça. Et ouais, donc c'était une immense piscine à balles blanches dans le comment s'appelle le carrousel du Louvre. Ouais. Donc ils avaient tout aménagé. Enfin, c'était vraiment un truc incroyable et les gens venaient. Je crois que c'était ouvert au public gratuitement, mais il y avait une limite de capacité. Ouais. Et donc t'avais des gens habillés en train de faire des photos, et c'était pas beaucoup d'angles. C'est-à-dire qu'il faut aller les chercher les angles en fait, parce que effectivement t'avais ce sorte de podium au milieu de la piscine à balles, et si tu faisais juste aller au bord de tout le monde et revenir, t'avais au final très très peu d'angles possibles. Et donc ça, c'est la pratique du reportage, on va dire, où il faut avoir cette dynamique. Et en photo de rue, c'est un des conseils que je donne le plus, qui est de travailler ses scènes vraiment. Et donc la manière basique de travailler ses scènes, c'est plan large, plan moyen, plan serré, avoir les 3 valeurs de plan, parce que les photographes travaillent trop peu les valeurs larges, ça c'est sûr. Et c'est aussi pour ça que c'est le plus dur à travailler, parce qu'on en fait peu. Et donc apprendre à travailler ces plans larges. Le plan moyen, c'est ce qu'on fait le plus. Le plan serré, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus facile, parce que c'est plus difficile de pas être juste. Enfin, c'est plus facile de pas être juste sur un plan serré, avec l'expression du visage ou le langage du corps ou des choses comme ça. Donc c'est pas forcément plus facile le plan serré, même si c'est plus facile d'isoler ton personnage. Après, il y a d'autres éléments de justesse qui rentrent en ligne de compte. Mais donc déjà cette base, plan large, plan moyen, plan serré. Ensuite tourner autour de son sujet.
Donc là, la difficulté pour tourner autour de mon sujet, c'est que j'avais aller-retour avec le podium. Et donc, je suis rentré dans la piscine et j'ai fait des photos au 24 avec les gens en train de jeter des balles en l'air, les gens qui font les selfies, le pied qui dépasse, le truc. Donc vraiment là, je suis allé au maximum du contact des gens, quoi, vraiment. Et puis après, pour avoir des plans larges, je cherche toujours, alors ça même dans la rue, hein, des endroits pour monter, pour prendre de la hauteur. Et donc là, il y avait des échafaudages où il y avait que les gens. Bon, après, moi, j'étais photographe officiel entre guillemets, donc j'ai cherché des endroits où il y avait que de la sécu ou des gens qui passent, mais qui m'ont permis de faire des plans en hauteur. Et donc ça, c'est des plans larges, entre guillemets faciles, parce que tu as un très bon contexte. Et puis, comme j'étais arrivé au début de l'événement, au début de la journée, du coup, j'avais qu'une seule personne dans la piscine, où j'avais quelqu'un qui plongeait, mais qui était tout seul avant que le truc commence. Et puis je suis retourné quand il y avait de la foule. Mais donc voilà, donc vraiment de base, faire des beaux reportages, c'est se donner des chances à l'édition. Et ensuite, à l'édition, en commande avec Colette, je peux pas envoyer 80 photos, quoi. Sinon, bon, donc voilà. Donc après, envoyer des séries séquencées, montées. Un truc cohérent qui va pouvoir partager direct, quoi. Le plus fort possible, ouais. Et séquencer, même si tu sais que ton client va après faire son séquençage ou va utiliser les photos en fonction de contexte que lui connaît, que toi tu peux pas connaître. Mais donc donner un maximum de chance à ton client de pouvoir bosser avec tes photos, mais néanmoins de maintenir une qualité d'exigence dans ta séquence parce que c'est pas le boulot de ton client d'aller chercher les bonnes photos. J'allais dire, c'est à toi de faire le tri dans tes photos, quoi. C'est pas évidemment. C'est clair. Évidemment. Mais c'est pas si évident pour tout le monde. J'ai bien aimé c'est très dur. Le plan large, plan moyen, plan serré. C'est vrai que la grosse erreur que font tous les photographes un peu moins expérimentés, c'est de rester à une distance moyenne et de faire les photos finalement que n'importe qui pourrait faire avec un smartphone un peu plus propre. Mais bon, à un moment, en fait, ça suffit plus, quoi. C'est aussi ça, travailler avec la distance, ce qu'on disait, tu vois. Ouais. Oui, trouver sa distance, quelque part. Faut trouver ses distances, en fait. Peut-être ça va évoluer. Et on arrive à la conclusion de l'épisode. C'est quoi le pire moment de ta carrière ? Je regarde rarement maintenant les moments les plus difficiles comme... pour moi, je prends ça comme des étapes maintenant. J'ai un regard plus... mais sur le moment, il y a le moment où je m'inscris au RSA, au moment où je voulais devenir professionnel. Ouais. Et puis, comme j'arrivais pas à percer, j'ai repris un job qui était un CDD. Et puis, j'ai réalisé que en fait, je voulais vraiment faire de la photo, donc j'ai démissionné. Donc, j'avais rien derrière, j'avais pas de chômage. Et puis, j'avais pas plus de commandes photos. Et donc, j'ai eu ce moment où les 3 mois où, bon, voilà, l'ego est un peu construit quand t'as 32, 35 ans, que t'as déjà bossé, que j'avais une carrière dans la communication avec plus ou moins de succès, mais quelques succès quand même. Et parfois des bons salaires. Enfin, tu vois, tu reviens à ça. Là, franchement, c'était dur. Et personnellement, parce que à l'époque, très peu de monde le savait, tu vois, mais parce que tu vois, mais j'avais besoin de bouffer, quoi. Donc pour m'acheter des pâtes, quoi. Et mais rétrospectivement, j'avais besoin de passer par ça pour comprendre des trucs. Et ce truc-là est arrivé 1 mois et demi, 2 mois avant que je fasse les îles désertes. Ouais. Et avant que j'ai ma première commande par des hôtels, où je me fais un trip incroyable et qui amorce mon truc sur le voyage. Et donc, si j'étais pas passé par là, j'aurais pas pu faire ce projet perso, c'est sûr. Et la commande en question, j'aurais pas été disponible pour le faire. Parce que j'aurais pas pu, il a fallu que je me libère en 10 jours. Et comme j'étais libre, donc au final, rétrospective, mais sur le moment, c'était très dur, quoi. Mais c'est équivalent, quand je me suis installé au Brésil, ça fait 1 an que je suis au Brésil. J'ai mon fils a 1 an, donc ça fait 1 an et demi que je suis au Brésil. Ma femme est enceinte de 7 mois, la pandémie tombe et je perds 100% du peu de clients qui m'étaient restés dans le voyage. Et où 15 jours après, en avril, mais comme des millions de personnes, hein, je suis pas. Mais c'est vrai que sur le moment, ma femme est enceinte de 7 mois. J'ai mon fils, et je perds tout, quoi. Donc je repars littéralement de zéro. Et je commence à faire des lives. Donc ça, c'est un autre moment où t'es au bord de la falaise, quoi. Enfin, moi, j'avais ce sentiment-là sur le moment de qu'est-ce que tu fais, quoi. Mais du coup, tous ces coups durs sont devenus des opportunités. J'aurais pas pu me réinventer, mais aussi comme photographe, si j'avais pas eu ce moment de la pandémie où je décide de me mettre à l'éducation
beaucoup plus, et puis à faire les lives et à faire ces trucs-là, quoi. C'est rigolo parce que tout ce que tu dis, en fait, j'ai vécu exactement la même chose à peu près à la même période. On a vécu à peu près la même histoire. C'est très fou. C'est fou comme finalement des histoires peuvent se ressembler, mais effectivement, ouais, t'as les moments un peu difficiles, t'as les moments où moi, j'ai pas été au RSA, mais je faisais des boîtes de nuit. Quand tu fais 2-3 boîtes de nuit par semaine, c'est un peu dur pour être payé pas très très cher. Et puis alors, le monde de la nuit, enfin voilà, j'ai fait un peu de concerts et de soirées aussi, mais moi c'était de l'extra, quoi, on va dire. Hein, c'était moi c'était le principal. Faire contre, ça, c'est chaud. Hein. Moi j'ai appris beaucoup là-dedans. Après, le moment où ça s'est terminé, c'était un demi-choix. Mais ça m'a ouvert plein d'autres perspectives derrière, parce que le jour où un truc s'arrête, il y a d'autres choses qui attendent pour démarrer, en fait. Et c'est ce qu'il faut toujours voir. C'est ça le plus difficile à repérer. C'est qu'en fait, et puis tu te fais une expérience avec des trucs comme ça qui sont, si tu sais gérer de la boîte de nuit, il n'y a pas beaucoup de shooting qui vont te faire par derrière. Hein. Si je te demande quel est le meilleur moment de ta carrière? Bah, je crois sincèrement que je suis en train de le vivre. Ouais. Voilà. J'ai un renouveau dans mon plaisir de la photographie, j'aime profondément enseigner, donc voilà. Après, j'essaye de devenir le meilleur possible dans ma photo, dans les livres photos sur lesquels je travaille, ou dans l'éducation. Après, je sais que ce sera pas pour tout le monde. Enfin voilà. Donc, mais je me sens vachement épanoui en ce moment. Après, il y a eu d'autres moments où j'étais très épanoui, mais où je voyageais beaucoup, où j'étais, j'avais une sorte de boulimie de travail, et où j'étais dans un avion je rentrais, je faisais quelques commandes et je reprenais un avion, je repartais ailleurs et j'étais hyper heureux d'être aux quatre coins de la planète tout le temps, quoi. C'était avant d'avoir des enfants, ça, non? Ouais. Ah bah ouais. J'ai eu la même. Ouais. Que quand t'as des enfants, t'aimes moins voyager, bizarrement. C'est assez, tu vois. C'est assez fou. Non, mais c'est pas mal. C'est une bonne conclusion à l'épisode, finalement, de dire que t'es heureux. Ah ouais, ouais. Ça... Ouais, et puis il y a de belles choses qui se présentent devant moi et je suis voilà, mais enfin moi je distingue pas la vie professionnelle et la vie personnelle et ma photographie. On n'a qu'une seule vie, hein, donc. Et puis on peut photographier que des trucs qu'on vit, hein. On peut pas faire autre chose que ça. Donc si t'es malheureux dans ta photo, bah. Non, mais c'est la preuve que finalement il n'y a pas de séparation, tu vois. T'es en train d'enregistrer à Salvador, t'as tes enfants à côté. Je suis en train d'enregistrer à Paris, j'ai mes enfants à côté. Je pense que tout le monde va les entendre un petit peu des deux côtés, parce que j'ai entendu un peu de ton côté. De mon côté, j'ai entendu que ça gueulait un peu aussi derrière à un moment. Mais voilà, tu vois, il n'y a pas de séparation. Bon, on a fermé une porte, mais en réalité, elle est entrouverte. Je l'ai entendu s'entrouvrir d'ailleurs tout à l'heure. Mais c'est pas mal, d'arriver à concilier les deux comme ça. C'est la dernière question. Qui est-ce que tu me recommanderais pour un prochain épisode? Delphine. Midday in Paris, sur Instagram. Je la suis déjà. Je suis déjà. Elle est pas professionnelle, mais des fois c'est les meilleures histoires. Mets ta vie que elle pourrait être intéressante. Que quelques conversations pourront doucement l'amener à réfléchir à ça. Et puis si elle le devient jamais, en tout cas, c'est une photographe qui a une sensibilité intéressante, je trouve. D'accord. Il me reste à te remercier d'avoir répondu à mes questions depuis Salvador. C'est quand même chouette comme destination. J'ai la chance de beaucoup voyager dans des beaux endroits grâce à ce podcast. Merci à toi, Julien. Merci beaucoup, Gennaro. Et puis j'espère que la prochaine fois qu'on se voit, c'est autour d'un bon café ou d'une bonne bière quelque part dans le monde, un endroit sympa où on ira faire des photos ensemble après. C'est pas mal. Carrément, avec grand plaisir. Merci avec beaucoup. Grand plaisir. Merci beaucoup, Julien. À bientôt. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'oubliez pas de nous laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast et Spotify pour nous aider à monter dans les classements. Vous pouvez également aller sur le blog Dans l'œil du photographe à l'adresse www.dlodp.fr. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve au prochain épisode dans l'œil d'un nouveau photographe. Dans l'œil du photographe, merci, c'est fini.